Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bienvenue pour ce nouveau Muteki, 1 heure de son japonais. Romain, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ça va. J'ai un peu mal au dos. Si vous voulez tout savoir, je me suis bloqué le dos. Heureusement, Mais, ça se voit pas à la radio. Non, c'est ça. Et j'essaye de ne pas le faire sentir. Ça va bien, ma foi, et vous, mes amis? Eh ben, ça va. Ça va. On a commencé. Mais ça va. Voilà, en plus de ça, pour commencer la journée, pour commencer votre week-end, on a commencé par quelque chose de très genki. En l'occurrence, très musique, quoi. Très Showa, hein, que Léo a fait honneur à l'émission, hein, en reconnaissant à peu près 7 secondes. À l'antenne, hors antenne, effectivement. Ce qui est un bon ratio. C'est un beau score. C'est un bon ratio. Pas aussi bon que. Ouais, non, après. Laurent qui nous écoute, hein. Laurent, notre correspondant. La première note, lui, il entend même pas le vinyle, c'est le grésillement du vinyle. Le mec qui trouve. Bubblegum Crisis. Alors il y a eu Iso Ave, là c'est le 3e blow-up. La chanson c'était Victory, toujours chantée donc par les Night Sabers, qui sont le groupe fictif donc de l'animation avec les seiyuu d'origine, les idoles qui chantent. Et donc voilà, une BO extraordinaire. Vraiment maintenu sur les 8 OAV. Et je tiens à préciser, lu sur le 33 tours d'origine. Réédité, ils ont été. Ah non, réédité, d'accord. Ouais, ils ont tous été réédités en 2022, parce que les originaux valaient une fortune. Il y en a qui étaient totalement introuvables. Si vous les trouviez, ils étaient hors de prix. Enfin voilà. Donc pour le coup, ça c'est une belle réédition. J'attends, moi très le jour où ils rééditeront enfin les City Hunters, qui ne semble pas être à l'ordre du jour, toujours pour l'instant. Très étrangement. Ça revient quand même. Et Saint Seiya aussi serait bien. Mais voilà. Alors, on peut pas tout demander non plus. Hein. Non. Disons que City Hunter, ça a des chances. Non, mais tu vois, ils ont réédité tout Orange Road, par exemple. Oui, mais je veux dire, vu que c'est à la mode de vinyle, c'est même pas que ça a des chances, c'est que ça devrait déjà être fait. City Hunter. Oui, c'est clair. Bon, après, peut-être qu'il time avec la sortie du prochain. Peut-être. C'est la mode du retour du vinyle, c'est la mode du retour de l'ère Showa. On en parlait la semaine dernière justement avec la Showa Vibe qui a pris d'assaut le Japon ces 2 dernières années, très clairement. Déjà un petit peu avant, mais là vraiment depuis 2 ans, ça commence à être assez amusant à voir. C'est les plus belles années pour le Japon. En tout cas pour le Japon, très clairement, il y a une vague de nostalgie autour de ça. Et de ce Japon, comme on le disait, pas forcément très extrêmement moderniste, hein, mais qui avait des devantures bardées de néons et d'ampoules, mais à l'intérieur tout était très bricolé avec des cagettes sur lesquelles on s'asseyait, manger son bol de ramen, etc. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait un côté aussi très do it yourself, très bricolé. C'était une époque où le Akihabara, le quartier originellement, était uniquement composé de magasins de pièces détachées, transistors, ordinateurs. T'avais un ou 2 animates, un animate peut-être principalement, mais à part ça, beaucoup électronique. Alors que maintenant, t'as que des magasins de figurines. Ouais. Et allez, si en cherchant bien quelques magasins encore de pièces détachées, mais maintenant ça se joue vraiment à la marge. Allez, on va amener un petit peu, avancer un petit peu dans le temps, puisque du coup on passe peut-être d'un vinyle à l'autre. Alors dans ce cas-là, je t'avais demandé, mon Romain, de venir avec un petit Dragon H. Pourquoi ça ? Eh bien parce que hier soir, alors bon, c'est un événement qui s'est passé hier, donc on est un petit peu à la bourre, puisqu'il y avait sur scène, on en a parlé depuis 2 semaines déjà, un duo danse contemporaine et jazz, donc Toku, qu'on a reçu l'été dernier à l'antenne, avec Amélie qui nous a fait le lien justement depuis Tokyo. On lui fait des gros bisous au passage. Et on la salue, Ame-chan. Bah oui, Aka-chan pour le coup. Et il était en duo, donc Toku avec son bugle, son flugelhorn, donc une trompette, mais bon, globalement ça n'est pas une trompette, attention, c'est un flugelhorn, c'est pas la même chose. Et il était en duo avec un danseur contemporain qui en ce moment d'ailleurs est vraiment en balade en France, puisque il était il y a 2-3 semaines à l'Opéra de Lyon. Donc bref, quelqu'un qui a un projet, qui le présente véritablement en ce moment, qui est en pleine promo, qui est Atsushi Takahashi. Et Atsushi Takahashi, bon, j'en étais resté là par le fait que simplement que c'était un danseur contemporain, et que effectivement c'est plutôt classe. Et puis son univers d'ailleurs graphique notamment, parce que c'est quand même très lié la danse avec ça, eh bien son univers graphique est très classe. Sauf que il se trouve que c'est un ancien membre de Dragon H. Et donc
Ah oui. Voilà. Non, Donc il s'est reconverti dans la danse contemporaine. J'ai cru que tu allais me dire il avait fait Il a fait un featuring avec Dragon Age. Ouais, ou une performance sur du Dragon Age. Bah alors je m'attendais pas du tout à ça. Mieux que ça. C'était un Dragon Age. Donc Dragon Age, groupe de rap rock qui a secoué, si j'ose dire, le Japon de la fin des années 90, début 2000. Un groupe qui a marqué sur la scène hip-hop. Clairement. C'était quand même plus hip-hop. Ouais, clairement, c'était. Ça a vraiment marqué, ouais. Mais hip-hop avec justement ce lien avec le rock, mais aussi ce lien avec les grands maîtres, si j'ose dire, comme on dirait un petit peu de manière exotique asiatique, du hip-hop, avec notamment un lien avec DJ Crush, puisque ça nous amène au titre qu'on va vous présenter maintenant, qui est aussi sur un 33 tours, que dis-je. Alors là, pour le coup, vraiment acheté à l'époque, celui-là, ça doit faire 20 ans que je l'ai. C'est vraiment l'original. C'est l'original, c'est pas la réédition. Il n'y a pas de réédition. Eh ben, on va vous en faire profiter. Deep Impact, forcément l'un des. C'est du lourd, ça va plaire à Alpha, je pense. Ah, mais très clair, je pense qu'il connaît. Certainement. Deep Impact. Ça va lui faire plaisir de l'entendre. Alpha, le gros Tadzik, LGTDZ avec une sélection mensuelle sur Muteki, une sélection hip-hop. Alors là, c'est pas la sienne, mais globalement, oui, clairement, on pense à lui. Deep Impact, c'est un des singles les plus emblématiques de la carrière du groupe. Dragon Age featuring Rapagaria, Garia, ouais, exactement. Qui est remixé. Un MC de la scène de Shinjuku. Yes, et remixé par nul autre que DJ Crush. Quand même. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour X, puisque je dis plus Twitter maintenant. Ah bah non, c'est vrai. Et vous pouvez nous retrouver sur mutekicharger.fr et sur Twitch. Et en plus, c'est du lourd là. Et en plus, c'est l'anniversaire de Atsushi. Allez, on laisse parler la musique. Sound like that, I got you, sucker, heads are rockin'. No check here, 始まりのゴング。はめ外しショータイム、so night long。天変地、起こす震源地になる新天地。察知してそこキャッチ。有利の戦士、宿る真の戦士。集い時は満ちた、巻き起こすフェイスタイム。変える真の音楽と、前の鼓膜直接コンタクト。心に響く凄まじい爆発音。いよいよ壁はなくなるぞ。本を変える真の音楽と、前の鼓膜直接コンタクト。心に響く凄まじい爆発音。いよいよ壁はなくなるぞ。たった今日本全土を震撼さす。俺たちが生む新感覚、まるで脳天カラントスタイルドライバー。グッとくるリアルなやつアイスとファイヤー。腐った情報の異常な混雑、無敵小な音楽届けるドラゴンラッシュ。プラスラッばかりやマジ半端ない歌詞飛ばせよ、またなしだ。俺の辞書にはない限界。21世紀目前奇跡起こす天才。進化遂げた究極のジャパニーズラップ、かなりうまくよ語りつなぐ。さらに深先人は超高回転、かつてない衝撃与える俺らの到来でザ決戦だ欠点が一つもないメッセンジャー。狙うは当然てっぺんだ。本を変える真の音楽と、前の鼓膜直接コンタクト。心に響く凄まじい爆発音。いよいよ壁はなくなるぞ。本を変える真の音楽と、前の鼓膜直接コンタクト。心に響く凄まじい爆発音。いよいよ壁はなくなるぞ。俺のやってるのはラップ、画数は7画、和訳する必要はなくハマる。日本語を直に怒鳴る本物を送り、そこらの偽物が聞いたなら直視。冗談で生きてるわけじゃねえから聞いてる。才能とマイクを本武器に会場の最高峰までのラス、網膜じゃなく鼓膜に訴えかける音楽を創作。ゴージャスにインフミ、フロートのフローの真髄。123ヒッピーいい感じにするため努力をしまずノージョーク。一日を余力残すことなく乗り切り、たとえ死んでも破壊し破壊し蘇り進む我が道。朝からカラバンに目を通し、山田マンの男の魂込めたかったり。One any count the two to the three back down any kind the two MC ラップばかりや天井展開in the house コアスパリア奇想天外のマウスカオス蹴散らせいきます飛ばすカス
enchaîner avec de la musique de jeux vidéo. Ouais, c'est la musique de jeux vidéo, on est d'accord. Et pas n'importe lequel de jeux vidéo. Comment ça s'appelle C'est sur PC. Oui, c'est pas Another World. Non, c'est pas Another World, mais c'est un peu la même vibe. Flashback. Non, c'est pas Flashback. Non, c'est pas la même crèmerie, mais même s'ils sont, techniquement, c'est de la même génération, c'est la même vibe, si j'ose dire. Mais c'était les concurrents, c'était chez Cryo que ça se passait, et c'était Dune. Pourquoi on rend hommage à Dune ? Eh bien, parce qu'on rend hommage surtout et avant tout à son compositeur Stephen Peck, qui nous a quittés. Eh bien, cette semaine, là, plus tôt dans la semaine, eh bien, malheureusement, on a appris son décès. Stephen Peck, c'est pas simplement un compositeur parmi d'autres, parce que effectivement il fait partie de ces bidouilleurs qui ont réussi à créer des mélodies incroyables, mais c'est aussi un des pionniers, puisqu'on parlait de pionniers juste avant, avec Dragon Ash et DJ Crush. Et alors, quand on parle de pionniers du hip-hop, DJ Crush fait autorité en la matière. Et Stephen Peck, pour ce qui est de la musique de jeux vidéo, c'est le premier français à avoir remixé la musique de son jeu pour en faire un album vendu dans le commerce. À peine quelques années après les Japonais qui avaient fait 188 pour Super Mario Bros 3. C'était pas courant du tout. C'était pas courant du tout, ça s'est pas beaucoup fait ensuite. Il a fallu attendre une bonne vingtaine d'années, voire plus, pour avoir des BO de jeux vendus dans le commerce ailleurs qu'au Japon, ou ailleurs aussi qu'aux États-Unis. Éventuellement un peu aux États-Unis, mais timidement. Et en Europe, nous, on était à la ramasse pendant 30 ans, quoi. Parce qu'il y en avait pas mal quand même au Japon. Hein. Ils sortaient des BO de jeux d'arcade, de choses comme ça, des disques qui valent une fortune maintenant, évidemment. Évidemment. Mais ouais. Effectivement. Donc Stephen Peck qui avait sorti donc cet album qui s'appelait Spice Opera évidemment par rapport à Dune, et la BO de Dune avait été remixée, réarrangée, etc. pour transformer ça justement en concept album de musique électronique. On était aux alentours de 1992, quelque chose comme ça. Donc en pleine époque justement de la techno, de la musique. C'est un grand boom de la musique électronique à cette époque-là. Et c'est pas Léo qui me dira le contraire. Non. Voilà, je le regarde acquiescer de la tête. Léo, il est sur sa bio, Stephen Peck. Merci encore à lui, en tout cas, pour ce travail. C'était le premier à y avoir pensé. Et faut dire qu'à l'époque, les gens qui faisaient de la musique sur jeux vidéo, pour les jeux vidéo, c'était presque plus des électroniciens que des musiciens. Presque. C'était pas vu comme des compositeurs à part entière. Je suis d'accord. Non, c'était un peu méprisé. C'est surtout parce que tu avais une limitation de matériel, donc il fallait faire des sons à partir d'un matériel qui n'était pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux mettre c'est trop bien. Tu peux faire une orchestration, mais à l'époque, c'est vraiment, tu dois jouer avec c'est pour ça qu'on l'appelle chiptune. C'est la musique de puce, de processeur. Donc c'est ça. C'est ça, exactement. Petite transition très très vite. Donc juste avant, on avait Dragon Age Deep Impact. Ouais. Avec donc, remixé par DJ Crush. Remixé par DJ Crush. Donc, avec une ambiance un peu smooth, un peu dark. Exactement. Le titre original est quand même beaucoup plus péchu. Ouais. Très clairement. On l'avait passé aussi d'ailleurs à l'antenne dans sa version originale, mais c'était il y a fort longtemps. Petite transition avant de passer peut-être à ta devinette, mon Léo, et ensuite évidemment peut-être à quelques news. Une initiative citoyenne européenne dont on a entendu parler du coup lors de notre live de jeudi d'avant, le 30 janvier, on était à la FK Bar. Puis il y a quelqu'un qui est venu, puisqu'on parlait de jeux vidéo avec Chienpo, justement, créateur, illustrateur, bref, metteur en scène notamment en termes de promotion, et artiste évidemment, illustrateur avant tout. Eh bien, quelqu'un a été intéressé par ce qu'on disait et nous a tendu ce communiqué qui renvoie à un site qui s'appelle stopkillinggames.eu, une initiative citoyenne européenne, car des jeux vidéo sont détruits pour toujours, il faut les sauvegarder. Et là, on parle de jeux vidéo physiques. Effectivement, dans un monde où de moins en moins de gens achètent du jeu vidéo physique, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est tout un pan de la mémoire collective qui risque d'être détruit. Donc des initiatives citoyennes comme celle-ci pour se mobiliser, pour préserver, pas simplement préserver le patrimoine vidéoludique à la manière d'un musée, mais carrément préserver les objets en eux-mêmes en tant qu'objets, en tant que témoins de leur époque. Stopkillinggames.eu pour l'initiative citoyenne. D'autant plus compliqué que les cartouches, les CD peuvent s'effacer. Les données sur ces supports peuvent s'effacer dans le temps. Ça peut prendre du temps, mais ça arrive. Oui, fondamentalement, voilà. Donc, après, il y a quand même encore un marché physique. Il est restreint. Je parle plus de préservation. C'est important. Voilà. C'est pareil pour la vidéo.
ces données vont se perdre. En fait. C'est pareil pour la vidéo. Il y a beaucoup de VHS qui se perdent. Les VHS, voilà. les supports bandes. C'est pour ça qu'il y a un tel marché des collectionneurs. Bon, ça reste un marché de niche, évidemment. Mais des gens comme ça qui préservent, comme pour les jeux vidéo, qui préservent le côté visuel des choses. La vidéo, il y a un patrimoine extraordinaire aussi, bien sûr. Exactement. Un peu numérisé, si quelqu'un décide d'effacer. Ah, mais c'est le même problème, en fait. Alors, si quelqu'un décide d'effacer, ça s'efface. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et j'allais dire également une dernière chose, c'est que les Japonais, contrairement à ce qu'on pense, sont très en retard en la matière. Et ça, c'était Florent Gorge qui nous l'avait notifié, notamment dans sa saga Collector's Quest, où il avait rencontré notamment la Games Preservation Society, qui est pilotée par un Français au Japon. Donc qui s'est donné pour mission de numériser des jeux. Ce qui est quand même un comble. Oui, ce qui est un comble. Ce qui s'est donné comme objectif de numériser des jeux, notamment de la scène PC 88-98, qui était une scène finalement au regard de l'histoire qui était assez underground, puisque la Famicom avait envahi les foyers japonais, mais les vrais bidouilleurs, ceux qui inventaient les jeux, le faisaient souvent sur PC 88 et ensuite le portaient pour gagner de l'argent sur Famicom. Si je peux me permettre, et à son petit niveau, il y a un youtubeur que vous devez certainement connaître, ou peut-être au moins toi Damien, qui commence à être assez connu, qui s'appelle Cousin Hubert. Oh bah oui. Et lui par contre est un fou furieux du PC 88 et lui préserve littéralement, alors il préserve chez lui, enfin à son niveau quoi. Oui, mais c'est ça en fait. Mais toute la production, alors ça va aussi bien des laserdiscs, laser active, cassettes vidéo, et c'est un monstre concernant tout l'électronique de NEC, notamment les plus obscurs jeux érotiques, les élogués, sur PC 88 et 98, et à lui tout seul il pourrait y participer quoi. Cousin Hubert a retrouvé d'ailleurs dernièrement dans les J'adore vidéos, ce mec, il est très gentil en plus. et a retrouvé en ce moment d'ailleurs dans les vidéos de Guillaume d'Horizon, Asenka pour ceux qui le connaissent sous son pseudo, Très Guillaume sympa. d'Horizon, qui est aussi lui-même très sympa, et les deux je vous invite à les regarder. Tiens, puisqu'on parle de performeurs comme ça, on a vraiment fini le chapitre et puis on peut enchaîner sur la vidéo. À 10h tout à l'heure, il y a l'ami David Zavaglia qui, comme tous les samedis, fait un live depuis Tokyo, et en guest il a nul autre que Square-Tune Magician. On a passé plusieurs fois à l'antenne, on leur fait de gros bisous. Donc c'est juste après l'émission, restez sur Twitch si vous nous regardez sur Twitch, restez sur la bande FM évidemment, si vous restez sur Radio Canu 102.2. La devinette. Mais du coup, juste après, à 10h, eh bien, vous avez donc cette balade à Tokyo. David Zavaglia, le copain, accompagné d'un autre copain, Square-Tune Magician. Allez, salut, on leur fait des bisous. Voilà. Allez, devinette, c'est parti. Un jour, je vais la trouver. Un jour, j'ai marqué un point. On vous rappelle le principe, un dessin animé, je dis en français, allez, tant pis. Un dessin animé que vous avez connu en France dans les années 80, 90, voire début 2000, mais ceci est le générique de fin originel en japonais, à vous de deviner. C'est parti ? C'est parti. Allez, let's go, c'est la devinette de Léo. Et ça rime en plus. Nickel.
てバイチャバイチャペンギン村からおはこんばんちは朝が来て夜が来てバイチャバイチャバイチャバイチャペンギン村からおはこんばんちは泣き虫も笑い虫もバイチャバイチャ주마필 도모요 다이도시 아이샨테 부지쿠테 무테키 愛だけは自由だけはこの身に変え守りたいいつだってあなたはいた二つの星ペルセユ美しく運命に立ち向かい誇り高く生き抜いた誰もが一途な愛を求め正しいようになるなら We only love your again You're my last, you're my first 抱きしめていて終わらない革命が真空のバラベルセユ美しく生まれ変わる景色に未来へ共に進もう誰もが力強さじゃなくて心優しくあれ We only love your again You're my last, you're my first 抱きしめていて If I die young, you're again 空には sunrise And you were there ね見つめてその瞳で私だけはね短くそう儚くとも運命に立ち向かい誇り高く生き抜いた We only love your again You're my last, you're my first 抱きしめていて If I die young, you got again 白い型の sunrise And you were there for me 愛があれば
beau thème, hein. Thème de Versailles Nobara, donc Lady Oscar, mais le film d'animation qui est sorti la semaine dernière au Japon. Le 31 janvier plus précisément, qui marche a priori assez fort, suffisamment en tous les cas, pour que les deux seiyuu principaux, à savoir celui de Oscar et de Andore, aient enregistré un petit message où ils se félicitent. Un truc très kitsch à la japonaise. Oui, bah, Daihito. Et donc voilà, donc le film marche bien, donc ce qui est bien. Après, moi par curiosité, donc je l'attends grandement, hein, j'avais demandé à Laurent de regarder, de jeter un coup d'œil et de me faire un petit peu un résumé des avis, enfin de l'avis principal qu'il pouvait y avoir sur internet. Apparemment les Japonais sont conquis, les seiyuu font un très très bon travail, mais le point un petit peu négatif serait qu'il y a trop de chansons et ça fait un peu comédie musicale. Alors ça doit plaire à beaucoup, mais effectivement, voilà. Après, faut peut-être pour les fans de aller. la première heure, c'est peut-être. C'est pour les 40 ans du film, non les 50 de la série, je veux dire. La série, on est. Ah, la série. Non, la série d'origine. Je pense au moins 40, 45 ans, Ouais. je pense. On va arriver Voilà, c'est pour l'anniversaire. sur les en tout cas. 45 ans, ouais, quelque chose comme Donc ça. Ouais. voilà, et à noter, puisqu'on parlait en off de la disparition ou du moins de la restriction un petit peu du physique, il y a quand même un CD qui sort le 25 février, qui est un CD pour le coup, il n'y a pas de BGM, un song collection, et il y aura toutes les chansons du film, il y en a quand même 14. Quand même. Ah oui, ok. Donc il n'y a pas de BGM en fait dans le film, Donc, et même- que des chansons. Donc si je comprends bien, sans avoir le film, on peut avoir un album, un concept album narratif avec rien que ces chansons-là finalement. Ce sera le premier album sur Versailles Nobara, vraiment l'animé, hein, pas les Takarazuka parce qu'il y en a 1 million, qui sort depuis quasiment la série. C'est un peu Starmania Au début finalement. des années 80. Qui a vu Starmania sur scène? Bah pas grand monde, mais qui connaît les chansons de Starmania? Tout le monde. Enfin, Alors, voilà, ouais. c'est un petit peu ça quoi. Et donc voilà, alors moi dans une dizaine de jours je pars au Japon et on fera un petit Skype, on en parlera et je pourrais vous donner un petit peu mon avis sur le film. Eh ben Ouais, ça roule avec grand plaisir. Il a l'affiche là actuellement. Eh ben ça roule très bien, très bien. On passe peut-être à quelques news. Léo, est-ce que tu as quelques news à nous donner? Oui, j'en ai un petit peu pour les. Je mets nostalgique quand même parce que c'est un manga culte, mais qui est un peu ancien. Nana de Ayazawa ressort chez les éditions Delcourt en une réédition. Putain, j'ai cru que t'allais dire que ça allait reprendre. Ah non, bah non, ça va être compliqué. Autre news, les billets de cinéma, enfin les tickets de cinéma pour l'Attaque des Titans, la dernière attaque, sont en vente en France, donc il sort juste pour un week-end. Donc ça sera le week-end du 1er et du 2 mars. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi j'irai le voir à Lyon en tout cas. Donc film conclusif. Film conclusif, dernier chapitre, mais qui reprend les derniers épisodes, mais sous forme de film. Et une scène bonus à la fin. Voilà, pour ceux qui sont fans de l'Attaque des Titans. Petite news, alors que je ne pensais pas ressortir, mais je trouvais que la news était intéressante par rapport justement à cette notion de revival, parce que je ne crois pas, alors peut-être je me trompe, mais il n'y a pas tant d'animés que ça qui parlent, enfin qui sont basés sur des romans occidentaux, ça fait longtemps. En tout cas, moi j'avais l'impression que cette mode était passée. Et donc il y a un animé qui va sortir pour la saison de printemps par la NHK qui s'appelle Anne Shirley, qui est annoncé pour avril 2025, qui est issu du roman du même nom. Et donc moi je serais curieux de voir parce que l'animation, j'ai vu le premier trailer, a l'air fantastique. En tout cas, moi ça me rappelle les années 80, mais en animation d'aujourd'hui. Et puis, grosse news convention, mais plus BD, puisque pour les 29e rendez-vous de la BD début juin, eh bien, ça sera le grand Naoki Urasawa qui sera à l'affiche pour les rendez-vous de la BD d'Amiens. Rien que ça. Le 7 et 8 juin, effectivement, à Urasawa, à Amiens. Et quand on a appris, rien que ça. Rien que ça. Et quand on a appris la news, eh bien, Violaine m'a dit, mais qu'est-ce qu'il est allé se perdre là-bas? Effectivement, à Amiens, en Picardie, Urasawa, si c'est pas classe. C'est ce qu'on appelle un joli coup pour la convention. Après, c'est BD, les festivals de BD ont parfois pas mal de budget, donc c'est vrai que ils peuvent parfois se permettre d'inviter des grands auteurs. Sport, très vite. Premièrement, eh bien, il y a, je vous le rappelle, pour la MLB, lorsque la MLB va reprendre, il y aura le championnat de baseball américain, on le précise. Il y aura 2 matchs qui seront donc 2 matchs d'ouverture pour la saison à Tokyo.
et qui sera donc une première depuis la retraite d'Ichiro en 2019. Ça affrontera les Dodgers de Los Angeles et les Cubs de Chicago avec des deux côtés des Japonais, évidemment. Oui, c'est un peu comme quand la NFL se déplace en Europe, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un lien avec ça, effectivement, ouais, tout à fait. Exactement. Et puis côté ski à boss, victoire éclatante du japonais Ikuma Orishima qui décroche sa première médaille d'or de la saison en Coupe du Monde de ski de boss. Donc juste pour vous dire que c'est assez impressionnant. Putain, ça c'est le truc de ouf, quoi, le ski de boss. Ah ouais. Et une news rugby qui est anticipée avec le fait que le nouveau chairman, le nouveau président de World Rugby accueillerait d'un très bon œil un Coupe du Monde de rugby au Japon en 2035 ou en 2039. On a encore le temps de voir, mais... On a encore le temps de voir. Oulala, c'est voyage programmé pour Léo, ça. Voilà, c'est clair. Tu le programmes des années à l'avance. Pour y retourner dans 10 ans ou 14 ans. Ok. Quelques news aussi, Romain, toi, tu en as? Alors, une. Vas-y, oui. Une principalement niveau musique. Vous le savez, si vous écoutez souvent l'émission, j'aime beaucoup un groupe qui s'appelle Schwarzstein, qui est un groupe qui avait grandement marqué la scène goth de la fin des années 90, début 2000. Qui cofondé par deux chanteurs un petit peu de leur côté qui s'appellent Kaya et Hola. Ils ont chacun continué leur route un petit peu, surtout Kaya qui a fait pas mal de disques et qui fait du drag aussi. On l'avait dit, fait beaucoup de choses. On l'avait la performance. Et on salue la briochée qu'on avait reçue en toute fin d'année justement, absolument, qui est montée sur scène avec Kaya et c'était l'un de ses rêves, quoi, clairement. Et il reforme pour une seule date Schwarzstein pour le 25e anniversaire du groupe, une date à Yokohama. Ah ouais. Enfin, je redemande, c'est Amélie qui m'en a parlé. Donc ça sera au mois de mai ou au mois de juin. Donc évidemment, je n'irai pas. Mais en tous les cas, voilà, Yokohama pour fêter les 25 ans du groupe. Et il y a un nouvel album, le premier depuis le début 2000, qui sort, qui s'appelle Demigod. Et donc voilà, un tout nouvel album de 12 titres. Mais j'y pense. Uniquement sur leur site. On est en pleine tournée aussi, puisqu'on parle de rock grandiloquent, là pour le coup goth, mais dans une manière plus mélodique, on est en pleine tournée en ce moment de réunion de Shazna aussi. Checker les dates, parce que c'est en ce moment, c'est là février, justement, fin janvier, début février. Shazna, ça reste un marqueur temporel important des années 90 au Japon. Quand on le revoit avec un œil un petit peu, on comprend plus de hauteur et voilà. C'était quand même très bien ficelé au niveau des mélodies, il y avait de la belle guitare, etc. Bon, après, voilà, c'est pas... Mais c'est un très bon groupe qui a fait des très très belles chansons. Et qui fête son 30e anniversaire. C'est fou quand même. Il a quoi comme tête maintenant? Je te montrerai sur X, effectivement. Il s'était marié avec Hilano dans un centre commercial Neo Geo en 97. Ça t'a marqué, ça. Ouais. Allez, on va peut-être vite fait passer quand même passer une zik parce que 46, le temps qu'on jacte, on a un tout petit peu de temps. Et ben justement, pour enchaîner sur les miennes de news, une qui sera sur scène la semaine prochaine, elle s'appelle Mina, c'est une bassiste et je m'étais un petit peu enflammé sur la taille de sa basse. Ce n'est qu'une bonne grosse basse, si j'ose dire, à 4 cordes et non pas une basse large à 5 et 6 cordes. Et pour autant, elle fait sensation depuis déjà un petit moment sur les réseaux sociaux, notamment avec ses prestations en live et notamment accompagnée d'ailleurs en affrontant d'autres bassistes comme ça en ligne. Et elle crée également ses propres chansons. Elle est aussi songwriter et elle sera la semaine prochaine à Japan Impact à Lausanne en compagnie de Emiko Ekiristegomen, en compagnie de Cyril Copini, en compagnie de Yuzu Natsumi. Eh bien, une de ses chansons, à quoi ça ressemble, Mina, avec une basse et un chant? Eh bien, ça ressemble à ça. Kimi ga iite shita. Oui, vas-y. Messieurs, dames, juste, vas-y. je vais vous dire au revoir, moi. Ah oui, c'est vrai. Parce que je pense que je serai parti d'ici la fin de la chanson et je vous dis dans un peu plus d'un mois. Eh ben, dans un peu plus d'un mois, mon Romain. Merci à toi. Avant en Skype. Et avant, évidemment, en Skype depuis le Japon. Kimi ga iine shita, c'est Mina sur Muteki.「
le lead, ça donne une toute autre vibe en réalité, hein, t'as vu ? Exactement. Mimi juste à l'instant, Mina, on va lancer une chanson de quelqu'un qui s'appelle Mimi à la fin de l'émission, donc j'étais encore dessus. Mina juste à l'instant, Mina Yamauchi, Kimi ga ine shita, qui est pas son dernier single. Le dernier single fait un petit peu plus, comment dire, classique rock, si j'ose dire. Celui-ci, mais plus en avant, eh bien, sa basse comme premier single pour vous présenter. Je pense que c'est un meilleur choix. C'est tout à fait subjectif de ma part et je l'assume totalement. Puisqu'on parle de choses assez subjectives, non, justement, c'est absolument pas subjectif, c'est complètement objectif. C'est YOASOBI, l'un des phénomènes de ces 5 dernières années au Japon, qui va sortir du Japon. Ça va être le cas puisqu'ils sont sur un World Tour, mais surtout qui va venir faire un petit tour en Europe le 8 juin 2025. Alors ce ne sera pas en France, mais ce sera à Wembley Arena, la Wembley Arena à Londres, donc le 8 juin prochain. L'annonce est tombée la semaine dernière, évidemment. C'est Rayep qui nous a transmis l'information. Avant ça. YOASOBI. Exactement, YOASOBI. Avant ça, aujourd'hui samedi, on rappelle, on l'avait pas dit, on le précise, il y a aussi une séance à 16h tout à l'heure de Akira, ça se passe au Cinéma Comédia et c'est en présence d'un spécialiste, ça veut tout dire et rien dire, un spécialiste. Il est enseignant en cinéma, Alban Jamin, qui donc vient présenter cette séance de Akira tout à l'heure à 16h au Cinéma Comédia. C'est à côté, métro Jean Massé ou tram espace Berthelot à Lyon dans le 7e. La semaine prochaine, ça nous intéresse un petit peu plus, qu'à Mouteki, on aime bien quand même se projeter une semaine en avant pour vous annoncer les événements. La semaine prochaine, on a Phantom Shiita qui est en concert à Paris au Bataclan. Il reste encore des places, donc ça va être intéressant effectivement. Si vous voulez découvrir ce groupe d'idoles, Alternative Idol, coaché par nul autre que Ado, encore une autre sensation de ces dernières années, eh bien, foncez. Il reste encore donc quelques petites places. La semaine prochaine, évidemment, on avait dit, c'est Japan Impact également à Lausanne avec une pelletée, si j'ose dire, de concerts. Emiko et Kiriste Gomen, on avait parlé de Yuzu Natsumi, on n'a pas parlé aussi de Horizon Living Music, un orchestre qui reprend des classiques du studio Ghibli, d'animés, de jeux vidéo, etc. Et bien sûr, les copains du Komainu Yosakoi, danse néo-tradi, qu'on vous invite à découvrir. Ce même week-end prochain, on a également Japan Weekend à Madrid avec, on l'avait déjà dit, Hiroshi Kitadani, donc monsieur premier générique de One Piece. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que il y en a certains pour qui le single le plus emblématique, colle à la peau, si j'ose dire. C'est vraiment le cas, quoi. C'est le cas, ouais. C'est clairement le cas. Des nouvelles dates qui sont sorties pour la tournée également des copains de Starry Sky qui était la semaine dernière à Saint-Etienne et qui se retrouvent la semaine prochaine du côté de Quimper, ensuite Poitiers, ensuite Paris, le Grand Rex le 1er mars, Chambéry vient de sortir justement les 15 et 16 mars, Aix-en-Provence, Polymanga, ça c'était prévu, Caen, Montélimar les 7 et 8 juin, j'imagine que c'est en convention, tournée Japan Tour et Japan Expo, ça on en avait déjà parlé, tournée en Belgique bien sûr. D'autres dates également, puisqu'on a Maya Barou qui reprend ses pérégrinations. Elle avait mis ça en pause le temps des fêtes de fin d'année. Elle revient la semaine prochaine du côté de Casigny, c'est dans la Manche, au Métronome. Ensuite, Isigny, juste à côté le lendemain, et Flamanville. Donc un gros week-end du côté de la frontière entre Normandie et Bretagne. Ensuite, d'autres dates pour ce printemps avec notamment Fixie, et puis aussi à la maison, vers la maison si j'ose dire, du côté de Saint-Gratien. Alors c'est pas tout à fait à côté de Paris, c'est un peu plus loin, dans le 9-5, mais donc des dates à retrouver donc sur son site mayabarou.com. Encore également la semaine prochaine, on a un festival, mais c'est pas de la musique. C'est bon le Japon. Le festival des arts de la table et de la gastronomie japonaise. Si vous êtes du côté de Paris et notamment du côté de Montreuil Expo, puisque ça va se passer à Montreuil Expo, ça va se passer les 14, 15 et 16 février. C'est un mini CIRA presque en quelque sorte, puisque vous allez retrouver des arts de la table, donc évidemment de la gastronomie, mais aussi, j'imagine,
je vais voir un petit peu, mais je pense que c'est aussi le cas. Eh bien, voilà, de la vaisselle, de la faille, enfin bref, de la vaisselle, de la faïence, voilà, exactement. Donc, quand je parle d'art de la table, ce n'est pas que la bouffe, il y a aussi toute la présentation et les arts qui vont avec, voilà, les ustensiles, etc. Tout à fait. Montreuil Expo donc le week-end prochain. Quimper, Japan Manga Wave, on en a parlé évidemment, avec aussi, tiens, au passage, Julien Fontanier qu'on avait rencontré l'été dernier, bonne vibe avec lui également. On a aussi la semaine prochaine une convention du côté de La Rochelle, Japan Family La Rochelle, avec sur scène, puisque c'est quand même notre mantra à nous, la musique, eh bien, Éric Desmusclés et Bernard Minet sur scène, voilà. Là, ce week-end, vous avez Jean-Paul Césari du côté d'Avignon. Le week-end prochain, vous avez Bernard Minet et Éric Desmusclés ensemble sur scène parce que pourquoi pas. Voilà, allez voir du côté de l'agenda geek pour tous ces petits événements. Enfin, on va terminer avec... Oh putain, il est 56, effectivement. On va terminer avec une dernière sélection musicalement. Léo, est-ce que tu es prêt à traverser le Pacifique ? Oula. Oui. Exactement, l'océan Pacifique. Quoi, il faut aller à Hawaï ? Eh bien, encore plus loin. On vous a parlé des Grammy Awards la semaine dernière, même d'ailleurs les autres semaines, et on vous avait précisé, notamment sur nos réseaux sociaux, que malheureusement, lundi dernier, il n'y avait pas de Japonais récompensé. Masa Takumi n'a pas réussi à faire le break avec un deuxième Grammy Awards en musique du monde, je ne sais plus exactement, j'ai plus les catégories sous les yeux. On avait parlé aussi du 8-Bit Big Band qui n'a pas non plus gagné, c'est la BO de Wizardry, donc monument du RPG japonais, mais cette fois-ci réorchestré pour sa ressortie en 2024 par une artiste américaine. Et puis pas non plus de récompense, même à titre posthume, pour Ryuichi Sakamoto qui était aussi en lice pour ces sessions pour ces dernières sessions, les toutes dernières sessions Opus, voilà, c'est ça, juste avant sa disparition. Donc pas de victoire japonaise, mais 3 petits points. Si vous regardez du côté de la catégorie musique latino, eh bien vous avez Tony et Mimi Succar. Tony et Mimi Succar, c'est une maman et son fils qui sont péruviens, et vous me voyez venir, d'origine japonaise. Et Tony Succar, il est producteur, en fait, ça fait quelques années maintenant qu'il produit. Il était coach d'ailleurs pour La Voix, The Voice, La Voz senior, version senior, parce qu'on a The Voice Kids évidemment, mais il y a aussi pour certains pays The Voice version senior. Et bien sa maman, qui avait sa petite carrière, mais clairement en amateur, pas forcément avec des albums, elle chantait pour la famille, vraiment on était sur une famille de chanteurs. Et bien elle est apparue un beau jour en 2021, elle a été invitée dans cette émission-là pour surprendre précisément son fils qui faisait partie des coachs. Et donc du coup, elle a surpris son fils, ça a été un superbe storytelling et ça s'est transformé en 2 albums dont la version live vient d'être récompensée aux Grammy Awards. Donc pas de victoire japonaise, mais quand même un petit peu avec donc ces Péruviens d'origine japonaise. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas nous passer ça va être de la musique latino, ça n'a rien à voir avec Muteki. Mais non, que nenni, puisque leur background japonais rejaillit tout de même à un moment donné dans leur album, puisqu'ils ont repris nul autre que le succès absolu de la musique japonaise à l'international, qui est Sukiyaki. Exact. Tu le sais, c'est pour ça que je te regardais effectivement, Léo. Je sais que tu sais. Sukiyaki, Ueomuite Haruko pour son nom originel, qui est la chanson japonaise la plus vendue de l'histoire, et ça va le rester à mon avis pendant très longtemps. Très 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 longtemps. Mimi Succar et Tony Succar featuring Nora Suzuki, autre chanteuse certainement également péruvienne d'origine japonaise, et l'Orchestra de la Luz. C'est ce que je vous propose pour se quitter à 10h du matin, et on vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, vive le son japonais. Tchuss. Jamatane, la fusion donc de l'Amérique latine et du Japon. Sukiyaki, donc Mimi Succar et Tony Succar. Alcool.